Alors, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui mon grand ami Ray Vincent. Ray, comment puis-je te qualifier? Un homme qui a du vécu, le coach qui a du vécu, auteur de 15 livres de croissance personnelle, conférencier international, homme de cœur, homme de famille. Les titres me manquent tellement, il y en a des choses à dire sur toi. Alors, j'ai tellement hâte de te poser ma première question, Ray, qui est, d'après ton vécu et ce que tu connais de la vie, dis-nous un petit peu, partage-nous un petit peu, c'est quoi ton expérience du succès? Qu'est-ce que ça prend pour toi d'être un entrepreneur qui a du succès? Et moi, je vais dire que au tout début, le succès a pris différentes formes durant ma carrière. C'est que selon notre évolution, selon notre âge, selon la façon qu'on a été élevé, on va interpréter le succès chacun à notre façon. Je vais vous parler de mon cheminement face au succès, parce que le succès, pour moi, c'est un cheminement. C'est une interprétation, c'est une façon de vivre qui va changer selon les années qu'on vit. Je vais commencer en vous parlant que j'ai été élevé dans une famille d'amour au départ, c'est sûr, mais pauvre financièrement. Mes parents étaient des gens d'amour, mais à chaque fois que mes parents chicanaient, c'était à propos de l'argent, tout le temps. Mes grands-parents, la même chose. Moi, je suis devenu un immigrant américain à l'âge de 19 ans. Je suis allé étudier la chiropratique à Palmer College pendant 3 ans. Je suis revenu au Québec pendant 1 an de temps, puis je suis allé à Toronto pendant 2 ans. Mais quand je vivais aux États-Unis, c'était important pour moi la liberté. Pour moi, le succès a priori, c'était la liberté. Imaginez, j'ai 19 ans. On est en 1963. On vit dans un milieu québécois qui est bien quand même, mais où la religion a beaucoup d'incidence sur nous. Okay? Où une mère pleine d'amour, mais une mère très dictatrice, très possessive. Et pour moi, le succès à 19 ans, c'était être libre. C'était pas l'argent, c'était pas la carrière, c'était pas la profession. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller étudier la chiropratique pour moi aux États-Unis, où je ne parlais pas un mot anglais, je n'avais jamais pris l'avion, c'était ça pour moi le succès parce que ça m'amenait à réaliser que j'étais libre. Premièrement, libre de penser ce que je voulais. Deuxièmement, me libérer du carcan religieux québécois. J'ai fait 5 années de séminaire comme pensionnaire. Je voulais faire un prêtre à une certaine époque. Mais évidemment, quand mon taux de testostérone a changé, ben, ma carrière aussi. Alors, le succès, pour moi, a évolué, a pris différentes dimensions avec les années. Alors, la première prise de conscience, c'est la liberté. La deuxième prise de conscience, je suis aux États-Unis, j'ai un coloc qui est un Américain, parce que pour moi, l'anglais, c'est important, parce que je voulais réussir en chiropratique, il fallait que je parle l'anglais. Et je fouille dans sa bibliothèque et je trouve un livre qui s'appelle Think and Grow Rich, qui est un méga best-seller américain, Réfléchissez, devenir riche en français. Et vu comme moi, qui adorais mes parents, qui chicanait tout le temps à propos de l'argent, Think and Grow Rich, je me suis dit, je vais penser, je vais devenir riche. Donc, je vais devenir tellement riche que je ne me chicanerai pas pour l'argent. Ça a été ma deuxième prise de conscience face au succès. Donc, pour moi, il fallait que je devienne riche financièrement. J'avais acquis une forme de liberté qui était mon premier succès. Maintenant, il fallait que j'acquière la liberté financière, qui pour moi était mon deuxième succès. C'est sûr que dans ma nature très engagée, j'ai été élevé au séminaire pendant 5 ans à étudier. On n'avait pas le choix parce que les prêtres à l'époque nous vérifiaient à tous les jours. On devait étudier à tous les jours. Alors, j'ai commencé à faire de l'argent très jeune, même à temps partiel quand j'étais étudiant. Parce que pour moi, j'avais évalué le succès en fonction de l'argent que je faisais. Et évidemment,
ça m'a omnibulé pendant des années. Et on devient, comme dirait Napoleon Hill, un obsédé positif à faire de l'argent. Il y en a qui deviennent des obsédés presque maléfiques à faire de l'argent. Moi, je voyais surtout une obsession positive où c'est important pour moi que le succès représentait la carrière, représentait l'argent. Comme chiropraticien, évidemment, à l'époque, on retourne dans les années 69-70. Au Québec, ici, c'était toléré. Ce n'était même pas légal. C'est devenu légal en 1974. Et on évaluait aussi la compétence d'un chiropraticien en fonction de la grosseur de sa clinique ou, si vous voulez, la voiture qu'il conduisait. Je me souviens, j'avais une clinique à Repentigny à une certaine époque au Québec, puis je suis au restaurant, personne ne me connaît, j'étais un jeune chiropraticien en 72, 71, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans, et il y a des gens qui jasent, ils parlent d'un jeune chiropraticien qui vient de s'installer à Repentigny. Moi, je suis là dans le restaurant, personne ne me connaît. Ils me disent, ben, il doit commencer, il ne doit pas être riche parce qu'il n'y a pas une voiture neuve. On évaluait mon succès en tant que thérapeute et chiropraticien à l'année de la voiture que je conduisais, même si c'était une voiture quand même relativement récente, là. Donc, le succès pour moi dans les premières années, je vais me répéter volontairement, au début, c'était la liberté de penser ce que je voulais. Choisir la blonde ou l'amie de fille avec qui je voulais sortir, pas la laisser choisir par ma mère, pas me faire dicter ce que je devais croire au niveau religieux. Après ça, c'était devenir indépendant financièrement. Alors, c'est sûr que très, très jeune, je suis devenu très indépendant financièrement, avec les avantages et les désavantages. OK? C'est sûr que, après avoir pratiqué la chiropratique pendant 4 ans à Montréal, à Repentigny, j'ai eu le privilège, selon les études et les recherches que j'ai faites, de parler d'une technique aux États-Unis sur le sleep learning, l'étude au niveau du sommeil naturel ou le lavage de cerveau que les militaires se font pour apprendre une nouvelle langue ou un nouveau comportement. Alors, j'ai réalisé en 1972 que lorsque je faisais une conférence aux États-Unis, dans une soirée, je faisais plus d'argent que dans un mois en chiropratique. Et vu que je voulais devenir un prêtre prédicateur parce que je voulais inspirer les gens, ben, ça a fait un déclic pour moi en me disant, ben, je vais devenir un conférencier, je vais inspirer des gens, je n'aurai pas besoin de me priver d'avoir une femme et des enfants, je vais faire en plus de l'argent. Alors pour moi, le succès était relié à la performance d'un conférencier parce qu'on s'imagine encore aujourd'hui que le succès d'un conférencier ou d'une conférencière, c'est le cachet que la personne charge pour donner une conférence ou la quantité des gens qui assistent à ces conférences et on l'étiquette en tant qu'homme et femme. Lui ou elle, il réussit parce qu'il a fait 1 million cette année. Il y a des criminels qui font 1 million par année. Ce n'est même pas un critère de succès seulement. Alors, donc, c'est sûr que dans les premières années, pour moi, le succès, c'était la performance économique en tant que conférencier. C'est sûr que je suis un excessif, je suis un passionné, je suis un extrémiste. Et vous savez, au Québec, on a comme 2 mondes. Le monde avant l'Internet et le monde après l'Internet. On a 2 styles de succès comme conférencier ici. Le conférencier sans Internet, qui est moi, qui est le dernier de sa race au Québec pour le moment, OK? Et tu as le conférencier avec l'Internet maintenant. D'ailleurs, on a un exemple aujourd'hui, on est en Zoom, on se parle, les gens peuvent nous écouter de partout au niveau francophone et on a accès. Alors, c'est sûr que moi, à l'époque, pour être un conférencier qui devait réussir financièrement, devait voyager partout. Alors, pendant 20 ans, j'ai voyagé partout comme conférencier. Je donnais 300-400 conférences par année. J'avais mon émission au réseau Vidéotron dans les années 80, qui était l'Internet de l'époque. OK? Et là, évidemment, tu as des méga succès éclatants. C'est comme un feu d'artifice. C'est comme une vedette. C'est comme des applaudissements et tout. Et puis évidemment, tu investis dans des commerces puis tout ça. Puis
Et lorsque ma fille aînée a eu 25 ans, le facteur succès pour moi a chaviré. On est dans l'avion, on vivait au Texas à l'époque, ma femme puis moi. J'invite ma fille au Texas et je dis, on est dans l'avion, c'est la semaine de ma fête, ma fille m'achète une carte de fête et elle me donne la carte de fête, moi je lis ça, puis les deux grosses larmes me coulent. Fait que ma fille elle demande à Christine, ma femme, pourquoi papa il a des larmes aux yeux, tu comprends? Ben, Christine a dit, parce que ton père est un homme très sensible. Elle m'a dit, moi je n'ai jamais eu de père. Elle dit. Oh oui, Ray Vincent, c'est mon père biologique. Mais moi, un père, je n'ai jamais connu ça. Et là, le succès devient une catastrophe. Parce que même si je suis un père imparfait, un homme imparfait, un conjoint imparfait, un grand-père, et ainsi de suite, pour moi, ma famille, c'est important. Pour moi, mes enfants, c'est important. Malgré mes faiblesses, j'ai toujours voulu donner le meilleur à moi-même à mes enfants. Alors, ma fille de 25 ans, qui est une femme splendide, me dit, ben moi, je n'ai jamais eu de père. J'ai eu un père biologique. C'est une méga vedette au Québec. Quand je donnais des conférences, j'étais en arrière. Quand j'étais tout petit, je faisais des dessins dans mes cahiers de bonhomme. Et là, tu t'arrêtes, tu te dis, je ne peux pas y faire un chèque d'1 million. Là. En disant, écoute, ma fille, je vais devenir ton père. C'est terminé, c'est fini. Et vu que j'ai plusieurs enfants, c'est comme si les 3 premiers enfants, les 4 premiers enfants réalisent qu'ils ont eu un père biologique, mais ils n'ont jamais eu de père. Et là, c'est le château de cartes qui s'écroule. C'est le mot succès financier qui n'a plus de valeur. Oui, l'argent te permet de faire des choses, mais là, tu réalises que l'argent ne peut pas acheter ma fille. Je ne peux pas acheter la relation avec mon fils parce que mon premier divorce, mon fils avait 4 ans. C'est comme si je l'avais abandonné. Pourquoi? Pour mille et une raisons, évidemment. Je ne blâme pas personne, je suis le seul responsable. Alors, le succès a pris une autre valeur quand ma fille a eu 25 ans. C'était une remise en cause totale, où l'argent était quand même important, mais l'argent n'était plus, si tu veux, une raison de réussir seulement. Et lorsque Christine et moi, on a décidé d'avoir des enfants, parce que ça faisait partie du programme, on était d'accord tous les deux, après 9 ans de travail ensemble sur la route, vivant dans les hôtels, les avions et tout, j'ai dit à Christine, OK, j'ai manqué mes 4 premiers enfants, comme père, pas comme géniteur, mais comme père, même si financièrement, je leur ai donné tout ce que j'ai pu. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient, les autres, ils voulaient avoir un père. Alors, je n'étais pas un père. Alors, j'ai dit à Christine, j'ai dit, OK, j'ai des regrets pour mes 4 premiers enfants, mais si on a des enfants ensemble, je ne vais jamais avoir le mot regret dans ma tête, alors je vais changer ma carrière. Et si on a des enfants ensemble, je vais être là. Je ne serai pas un père parfait, mais jamais mes enfants pourront me dire que eux, je suis leur père biologique. Alors, c'est que pour moi, le succès a pris une autre dimension. Je comprends. Il n'était pas axé sur la performance financière. Tu sais, si vous m'aviez demandé à l'époque que tu as 1 million dans ton compte de banque, je t'aurais probablement frappé au visage. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que si j'avais pu faire un chèque de 1 million à ma fille aînée en me disant, voici, je suis ton père à nouveau, je l'aurais fait. Mais pas racheter ça. Alors, là, le succès a pris une autre importance. Évidemment, j'ai eu des bons pères spirituels aussi. Mon premier père spirituel, c'était le docteur Joseph Murphy. Il a écrit plusieurs livres, une 50aine de livres, La puissance du subconscient. Je m'excuse, Marie-Françoise, tu avais une question pour moi, là, je ne voulais pas t'interrompre. En fait, par rapport à ce que tu nous partages sur ta définition du succès, moi, ce que je retiens, Ray, c'est que, dans le fond, le succès est vraiment une perception. C'est une perception disons, d'atteinte d'expérience de vie. Et est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que cette perception, évidemment, elle évolue avec le temps puisque nos désirs, nos expériences de vie changent en fonction de nos âges et des cycles de vie qu'on traverse. Est-ce qu'on pourrait dire, d'après ce que tu dis, que
le succès serait juste d'accomplir, dans le fond, toutes ces expériences de vie qui nous arrivent. Comme toi, au départ, c'était juste de t'affranchir de la liberté, de pouvoir faire ce que tu voulais. Après ça a été l'accomplissement financier. Après ça a été la dépendance financière. Après ça a été la réussite de ta famille, hein, et la réussite de ta communication avec tes enfants, d'approfondir ça, qui était ta définition du succès. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça le succès, c'est dans le fond l'atteinte de nos désirs. Si aujourd'hui j'ai un désir, je n'avais pas demain, je n'avais pas hier, je veux dire, mais ça, et j'arrive à l'accomplir, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le succès, de pouvoir accomplir ce qu'on veut dans notre vie? Oui, mais je crois que le succès aussi, comme tu dis très bien, évolue selon les défis qu'on rencontre. On a terminé la COVID pendant 3 ans ici au Québec. Okay? Il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie dans un commerce. Ils font faillite aujourd'hui. C'est 20 ans, 30 ans, 50 ans de carrière qui se retrouvent sans aucun revenu financier. Ils font faillite. Il y en a de ces gens-là qui ne se relèveront jamais, vont tomber malades, vont mourir. Il y en a d'autres qui vont se relever, péniblement, ils vont se relever. Et évidemment, ce drame, parce que c'est un drame dans la vie de quelqu'un, puis du journée au lendemain, en quelques années, il voit son commerce complètement détruit par un concours de circonstances. On dit en anglais « act of God ». Les gens souffrent. Et je crois que le défi que la vie nous amène, que ce soit dans les impondérables acts of God ou que ce soit dans les erreurs qu'on commet, nous amène à remettre en question la définition du succès. Comme tu dis très bien, le succès évolue selon notre évolution personnelle aussi, notre interprétation du succès. Est-ce que je suis un succès parce que j'ai une Ferrari? Est-ce que je suis un succès parce que je prends un taxi, je ne m'achète pas d'auto? Est-ce que je suis un succès parce que je suis célibataire? Est-ce que je suis un succès parce que j'ai des enfants? Le succès est une interprétation, comme tu dis très bien, selon notre réalisation personnelle. Aujourd'hui, dans les 18 ans, le succès pour moi a toute une autre dimension. Dévaloriser les dimensions du passé. En 2020, j'ai failli mourir pendant 2 mois, rester à l'hôpital, me promenant de la vie et la mort. Le succès pour moi, c'était quoi dans le temps? C'était de survivre, c'était de vivre, c'était de réapprendre à manger, à parler, à marcher, à écrire. Exactement. Et succès. C'était pas de dire, ben là, je vais aller faire une conférence, parce que je n'étais plus capable de parler, j'avais une trachéectomie. Le succès évolue selon notre vécu. Puis si on veut pousser un peu plus loin, Ray, dans la réflexion, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le succès, dans le fond, c'est notre capacité justement de nous relever quand des défis de la vie arrivent, quand le commerce y ferme, quand la maladie est à la porte, hein, versus pourquoi, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui se relèvent, puis il y en a qui se relèveront jamais. Est-ce que le succès, ça serait-tu de juste de connaître le chemin, de pouvoir se relever? Mais regardez, respectueusement, humblement, si je vous parle de Nelson Mandela, vous pensez à quoi comme succès? Vous pensez à quoi, Marie-Françoise? La résilience, la force de la résilience, de garder ses convictions malgré les conditions dans lesquelles il était et de réussir malgré tout à faire un énorme changement dans le monde de la petite prison dans laquelle il était. Si vous parlez de Nelson Mandela en termes de succès, vous ne parlez pas en termes d'argent en ce qui le concerne. Même chose pour Gandhi ou Martin Luther King. Par contre, respectueusement aussi, si on parle de Elon Musk ou de Warren Buffett ou de Bill Gates, on va associer leur succès aux milliards, comme Jeff Bezos a mis ça, aux milliards qu'ils ont réussi à générer, mais dans leur succès aussi, ils font travailler des milliers de personnes. Alors, le succès prend une valeur selon, si vous voulez, votre cheminement personnel. C'est sûr que moi, dans mes coachings, je dis aux gens, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins? Tu as besoin de ça pourquoi? C'est une question que je pose à l'âge que j'ai aujourd'hui, que je n'aurais pas posé à 30 ans ou à 25 ans ou à 40 ans. Alors, je crois que le succès, c'est l'humilité aussi de demander pardon aux gens à qui inconsciemment on a blessé. Comme par exemple, mes 4 premiers enfants, je leur ai demandé pardon d'avoir été seulement un père biologique pour eux autres. Premièrement, je me suis pardonné moi-même.
facile à dire, enfin, c'est deux. Je leur ai demandé pardon. Mes petits-enfants aussi. Pour moi, le succès, c'est d'avoir l'humilité de dire, regarde, je me lève le matin, je fais de mon mieux, je suis au meilleur de ce que je peux peux pas te donner ce que j'ai pas, mais je vais te donner ma bonne volonté. Et les gens qui ne se relèveront pas, malheureusement, qui ont fait faillite à cause de la COVID, et je ne les juge pas parce que c'est très, très dur de tomber financièrement, c'est très, très pénible et lancinant. Ça leur prend un pourquoi beaucoup plus grand que les avoirs économiques. Une grosse dose d'humilité. Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison. Il demandait de l'eau à ses gardiens, on urinait sur sa tête, puis il gardait quand même la tête haute parce qu'il voulait survivre, parce qu'il avait une mission plus grande que son ego. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, avec les années, avec les recherches, le succès, je vais me répéter volontairement en vous disant, c'est selon votre vécu et votre interprétation. Un coach de vie, c'est homme ou femme, comme toi, Françoise, Marie-Françoise, c'est une personne qui a du vécu. On a chacun notre vécu. On a chacun notre couleur. Je me souviens, Dr. Joseph Murphy, en 1900, j'avais 32 ans, en 1972, je lui demandais, on avait 50 ans différents, comment est-ce qu'on devient un bon conférencier, Dr. Murphy, comme vous? Et il m'a donné une réponse que je n'ai pas compris au début. Parce que j'étais dans l'ego dans le 32 ans, puis c'est correct aussi. Là. Il me dit, Ray, il dit, le jour où tu feras une conférence à 5000 personnes et tu auras réussi à inspirer une personne à s'améliorer, tu seras un grand conférencier. Et là, je n'ai pas compris grand-chose parce que pour moi, mon succès, c'était l'aréna qui était pleine de monde, ou la place des arts, ou la salle de bal à l'hôtel. C'était ça le succès. Je ne voyais pas seulement l'impact d'inspirer une personne. Alors, et avec les années, j'ai compris l'impact, la responsabilité qu'on a comme coach d'inspirer les gens. On fait un symposium le 23 septembre à Laval et le promoteur, c'est M. Richard Durand. M. Richard Durand, qui est j'appelle mon phénix génial, c'est un homme qui est sobre depuis 40 ans, sobre d'alcool, sobre de drogue, et je vous fais grâce des autres détails. Et la signification du Dr. Murphy prend tout son sens dans son exemple à lui. J'étais sur le réseau Vidéotron à l'époque, la compagnie me diffusait 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Lui, il est dans son salon, il est en état de boisson, la pizza pourrie dans son salon. Et je l'agresse parce que j'ai dit qu'il ne se prend pas en main, il est lâche, il est paresseux. Puis là, il dit, moi, je vais me ressaisir, je vais me reprendre en main. Il s'en va, il veut se suicider sur le pont Jacques-Cartier. Avant de se jeter en bas, il m'entend dans sa tête crier, t'es un lâche, c'est tout saute. Et aujourd'hui, après 40 ans de sobriété minimum, il a organisé des symposiums, il en a organisé un le 23 septembre à Laval. Il a aidé des centaines et des milliers de personnes par sa transformation. Alors, si toi et moi, avec humilité, nous inspirons une personne à s'améliorer, nous sommes un méga succès. Je ne dirais pas financier, je ne sais pas si tu comprends, seulement un méga succès selon... je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, ensemble, on est là, on parle en Zoom. S'il y a une personne de tous les gens qui nous écoutent est inspirée par ton intervention, par la mienne, toi et moi, on a des méga succès, là, Marie-Françoise. Elle n'est pas de l'argent. L'univers se charge de l'argent. Je suis d'accord. C'est ça le succès pour moi. Magnifique. Puis l'autre question que j'aurais pour toi, de quoi, dans le fond, tu es le plus fier d'avoir accompli dans ta vie? S'il y avait un ou deux éléments, je sais qu'il y en a beaucoup parce que de ce que j'ai compris de notre conversation. Il y en a quelques-uns, là. Ouais, c'est ça, mais ça serait quoi, disons, le plus important que tu es le plus fier d'avoir accompli? Les gens qui m'ont accordé leur pardon pour les erreurs que j'ai faites. En commençant par mes enfants puis ma femme. C'est le plus grand de mes succès. Premièrement, me pardonner à moi-même, c'est bien sûr. Tu ne peux pas demander pardon si tu ne te pardonnes pas toi-même. Magnifique. Et
un Zoom avec le Club immobilier du Québec, puis je parlais de ça, mes expériences, d'écouter le succès, c'est important. C'est quoi la valeur pour ça? Puis il y avait un de mes petits-fils qui était à la rencontre, puis il dit, tu sais, parce que j'ai demandé à mes petits-fils de m'appeler Ray, grand-papa, je trouvais ça trop vieux. Il dit, tu sais, Ray, t'es déjà pardonné, Ray. C'est ça mon plus grand succès. Parce que, vous savez, le corbillard, là, il ne suit pas le coffre-fort. Là. Le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Quand tu as failli mourir, que tu aies les plus beaux vêtements sur la planète, ou les plus belles voitures, les plus belles maisons, regarde, tu meurs pareil dans un four crématoire, puis tu respires ensemble. Alors, mais ça n'ombrage pas les choix de chacun d'avoir leur succès. Mais si je fais une synthèse de tout, de ce que j'ai accompli, c'est l'humilité de me pardonner et de demander pardon à ceux que j'aime. Parce qu'en réalité, je vis pour eux autres. Tu ne vis pas pour un compte de banque. J'ai choisi de vivre comme mes parents, qui ont vécu pour leurs enfants. Ouais. Puis, pour terminer, l'autre question que j'avais pour toi, Ray, c'est quel conseil peux-tu donner à des entrepreneurs qui soient jeunes ou plus vieux? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier qu'on peut commencer jeune, mais comme tu le sais, des fois, c'est en cours de route de la vie. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs en quête de succès, des gens qui sont à leur compte, puis qui avancent dans l'entrepreneuriat? Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Récemment, j'allais manger avec quelqu'un d'immobilier parce que je suis dans l'immobilier comme coach étant là, puis la personne elle me dit, avec les taux d'intérêt qui changent, je dois rapporter ma retraite de 5 ans avec les taux d'intérêt qui changent. Ça, c'est aujourd'hui, là. Dans les années qu'on a vécu, M. Jacques Lépine puis moi, parce qu'on se connaît depuis 40 ans, M. Lépine qui est mon frère spirituel, on a vécu 3 grosses crises. En 1982, on a vécu les intérêts qui ont passé de 7 à 24 En 1990, la bourse s'est effondrée. En 2008, aux États-Unis, l'immobilier s'est effondré. Et en 2001, aux États-Unis, les 2 tours à New York sont tombés. On a vécu à travers ça. Moi, je pense que, inspiré par Napoleon Hill et inspiré par Nelson Mandela, c'est à tous les jours qu'il faut nourrir notre hygiène mentale et émotive. La gestion de nos émotions face au rejet. Parce qu'à tous les jours, on vit des rejets, de mille et une façons. On se fait rejeter, on se rejette soi-même. Il faut gérer nos émotions. Parce que c'est les émotions qui nous font ou nous défont en bout de ligne. Il y a des hommes et des femmes qui ont très peu d'argent et ils réussissent à être heureux. Puis il y a des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'argent puis ne vivent pas dans la gratitude, sont malheureux. On a les deux extrêmes souvent. Alors moi, je dirais aux gens, écoutez, respectueusement, il n'y a rien d'acquis dans la vie, incluant la santé et l'argent, mais à tous les jours, ça prend une hygiène corporelle, mais ça prend une hygiène émotive et mentale aussi. À tous les jours, là. Pas une fois de temps en temps. Là. Quand les temps sont durs, parce qu'il y a des temps qui sont durs pour différentes personnes, c'est ce temps-là qu'il faut s'armer d'humilité. Et comme dirait Napoleon Hill de réfléchir de devenir riche. Je le cite souvent parce que c'est comme notre Bible au niveau du succès en Amérique du Nord. Quand on se sent impuissant, il faut demander l'aide de l'univers, de l'intelligence infinie. C'est pour moi une forme de paix qui nourrit à tous les jours quand moi je me sens impuissant. Indépendamment de ma santé physique, mentale ou financière. Oui, parce qu'en fait, ça mène à, dans le fond de ce que tu dis, Ray, ça mène à faire confiance que il y a une réalité. Pas de religion, Marie-Françoise, avec respect. Là. Je respecte toutes les croyances religieuses. Je cite Napoleon Hill parce que ça s'adresse à beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires à travers le monde. Oui, mais faire confiance, c'est avoir la foi, hein, parce que quand tu t'en remets à quelque chose qui est plus grand que toi, c'est une preuve de foi. Et tu ne peux pas avoir la foi et la peur en même temps. Donc, tu fais confiance, tu es dans cet espace, ce mindset de foi, et c'est là que la magie peut arriver. Oui. Merci de la magnifique opportunité, Marie-Françoise, de partager avec toi. Merci infiniment, Ray. C'était un plaisir.
Merci à toi.